Il fait plaisir à voir ce parking d'équipes de cyclistes. Plaisir parce que le pari de maintenir l'organisation d'une course professionnelle ici n'était pas gagné d'avance. Les autres courses de la région ont malheureusement dû baisser pavillon à cause de ce satané virus qui gâche la vie. Au revoir donc le Grand Prix de Denain, au revoir le Grand Prix de Fourmies. Et on espère grandement vous revoir l'année prochaine. En attendant, dans le Nord-Pas-de-Calais, nous avons rendez-vous avec la 74e édition du Grand Prix d'Isbergues, 5e manche de la Coupe de France FDJ. Une course historique, mythique, au palmarès bien garni qui fait le bonheur des amateurs de vélo depuis 1945. Et cette année, les organisateurs, emmenés par le courageux Jean-Claude Willems, ont décidé de modifier le parcours, et ce, afin de limiter les frais liés à la situation sanitaire. Excite donc le Ternois, cette région proche d'Isbergues, qui faisait le bonheur des amateurs de la course. Ce parcours, long de 199,3 km, avec tout d'abord 3 tours d'un petit circuit en ville, avant de prendre le large pour aller chercher un peu de relief dans la campagne isbergeoise avec Simon répertorié. Un profil de puncher pendant plus de 80 km. Puis, à 83 km de l'arrivée, retour à Isbergues pour un nouveau circuit. Cette fois, 7 tours de 12 km à effectuer, 7 passages donc sur la ligne avant de connaître le vainqueur. Et l'année dernière, le vainqueur, c'était Mats Pedersen, devenu champion du monde quelques jours plus tard. Alors qui pour succéder au Danois? Eh bien, peut-être le régional de l'étape. En tout cas, il rêve d'inscrire son nom sur les tablettes de la mairie d'Isbergues. C'est le puissant Adrien Petit de l'équipe Total Direct Énergie. La plupart des courses de votre région ont été annulées. C'est la seule de l'année. Donc forcément, elle est importante. Et forcément, ça vous fait quelque chose d'être là. Ouais, forcément, c'est quelque chose de toujours intéressant de pouvoir courir devant son public sur des routes que j'utilise régulièrement à l'entraînement et sur des parcours qui sont à ma convenance. Donc je suis content de retrouver tous les gens qui me soutiennent au long de l'année et puis ça motive pour aller chercher un beau résultat. Comment est la forme? Comment vont les gens? Je pense que les sensations sont plutôt bonnes. Sur Tirreno Adriatico la semaine dernière, j'avais des très bonnes sensations sur un parcours qui n'était pas forcément à ma convenance. Donc j'espère que voilà, ça va m'aider à être opérationnel aujourd'hui. Je pense que je serai bien. Après, il manque un peu de vent pour que la course soit vraiment usante. Mais voilà, on verra comment ça se passe au fur et à mesure des kilomètres. Bon, alors parlez-nous du parcours qui a été un peu raccourci cette année. Ouais, c'est différent. Ils ont opté plus pour des circuits locaux, je pense pour les spectateurs aussi. Et donc on a 2 tours sur une grande boucle avec 3 bosses et la fameuse étrée blanche qui tous les ans fait quelques dégâts en haut avec le vent. Cette année, je ne sais pas si ce sera le cas. Et puis après 7 circuits locaux où le placement sera très important sur des petites routes sur l'arrière, des petites routes sinueuses. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une course de mouvement et que ce ne sera pas une arrivée massive. Bon, qui sont vos adversaires, ceux sur lesquels il va falloir faire attention? C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont là sans réel sprinter. Donc ça va être une course très ouverte et il faudra vraiment regarder comment ça se goupille en début de course et voir un peu ce que les adversaires cherchent réellement à faire. Concrètement, à part Arkea, je ne vois pas qui souhaite arriver au sprint. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir contrôler toute la journée à eux seuls? C'est la question. Voilà, on va vite le savoir après 10-15 km de course, on verra comment ça se passe. Mais le grand favori du jour, c'est cet homme, Nasser Bouhanni de l'équipe Arkea Samsic. C'est un sprinter de niveau international qui a peiné ces dernières années et qui revenait pourtant à son meilleur niveau avant le confinement au bénéfice d'un changement d'équipe. Comment est-il en cette étrange deuxième partie de saison? Réponse de l'intéressé. Nasser, tout le monde dit que vous êtes le favori du jour. C'est vrai ou pas vrai? Ouais, favori. Après, il y a une course à faire et on va voir comment ça se passe. C'est peut-être pas dit que ça arrive au sprint, on espère, mais il peut y avoir une course de mouvement, il faudra être attentif. En tout cas, les autres équipes vont faire en sorte que vous ne contrôliez pas la course, vous les Arkea Samsic. Donc on imagine que vous avez aussi mis un plan en place. Oui, il peut y avoir une course de mouvement, il faudra être prêt pour plusieurs scénarios et on fera le maximum en tout cas, il faut pas avoir de recré, quoi. Cette équipe rouge et blanche, les Cofidis, joue à domicile. Son service course est à quelques encablures de là. Ils feront donc tout pour déjouer les plans de Bouhanni & Co, comme nous l'explique leur directeur sportif Alain Deleuil. Ici, Isbergues, c'est une épreuve aussi qu'on affectionne particulièrement. Donc
En plus, c'est la seule épreuve qui aura été organisée au niveau du Nord-Pas-de-Calais, puisque les autres épreuves ont été annulées, Fourmi, Denain, 4 jours. Non, on a à cœur de bien faire, on va essayer de faire le maximum pour remporter l'épreuve, bien sûr, et on verra bien. Bon, alors, quelles sont vos cartes? J'ai pas de leader particulier, j'ai un coureur qui va très vite, qui va vite au sprint, c'est Pete Algard, mais bon, j'ai une équipe avec les Belges et tout qui reviennent de Tirreno Adriatico, donc quelque part ils sont pas mal. Maintenant, il faut voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de la course avec les autres équipes. Il est certain qu'on ne va pas supporter le poids de la course, c'est pas à nous de le faire. Il y a des équipes avec des sprinteurs qui vont beaucoup plus vite. Et donc c'est à eux à prendre la course en main. Nous, on va essayer d'être opportunistes et puis de faire le maximum. Courir intelligemment parce que c'est pas le tout de faire n'importe quoi dans la course. On va essayer d'être intelligent et puis de faire le maximum pour être devant, quoi. Chez AG2R La Mondiale, il n'y a pas vraiment de sprinters, mais plutôt des punchers, des attaquants, à l'image d'Alexis Goujard, un des coureurs les mieux placés au général de la Coupe de France, qui peut faire une belle opération aujourd'hui en l'absence des coureurs qui sont devant lui. Je pense plutôt à faire une belle course, à essayer d'être devant et pourquoi pas jouer la gagne. Et automatiquement, on marquera des points pour la Coupe de France. Il faut courir devant. Moi, je pense quand je prends le départ d'une course, c'est pour tout faire pour marquer, pas marquer des points, mais gagner la course et faire le meilleur résultat. Donc automatiquement, il y aura les points qui vont suivre. Donc je pense pas forcément au classement de la Coupe de France. Est-ce que vous avez un leader ou il y a quelques coureurs comme vous qui ont des petites cartes blanches? Ici, on n'a pas de sprinter. Après, on a tous une carte blanche. Il faut qu'on essaye de dynamiter un peu la course, je pense, durcir le jeu et après on verra. Mais on est tous au même piédestal et donc on va tous se faire plaisir. Donc, en gros, c'est essayer d'empêcher Arkea, qui est la grosse armada, on va dire, avec Nasser Boigny, de contrôler la course, quoi. Ouais, clairement, nous, c'est le mieux, c'est que ça n'arrive pas au sprint. Il faut qu'on arrive à mettre des mecs devant et jouer comme ça et pas que ça arrive au sprint, ou alors un petit comité et qu'on arrive à faire sauter un peu les mecs de Arkea. Mais bon, je pense qu'on n'est pas les seuls non plus dans cette situation, on ne sera pas les seuls à vouloir le faire. Et donc il est 11h50 quand le départ est donné, ils sont 140. Au départ 140 à vouloir succéder au Sean Kelly, au Job Zotemelk, au Jackie Durand, au Arnaud Desmar ou encore au Philippe Gilbert. Seul un coureur présent dans cette 74e édition a déjà eu l'occasion de lever les bras sur la classique nordiste, c'est Nasser Boigny, vainqueur en 2015. Et bien évidemment, il y a de nombreuses attaques dans les premiers kilomètres, mais le parcours ne se prête pas à ce genre d'initiative. Les routes sont tortueuses, étroites et les équipes de sprinteurs sont vigilantes. Et si l'un des plus actifs à l'avant est sans conteste Alexis Goujard, auteur de nombreuses attaques, il est récompensé après 28 km de course. À l'initiative du Sud-Africain de l'équipe NTT Pro Cycling Nick Dlamini, une énième échappée se forme. Outre ce dossard 34, on trouve le Suisse de l'équipe Groupama FDJ, Fabien Linhart, le seul de sa formation qui a plus de 24 ans. Linhart a réussi à sauter dans la roue de Dlamini. Il y a aussi Nathanael Berhan, champion d'Érythrée de l'équipe Cofidis. L'ancien vainqueur des Tours de Turquie et de la tropicale Anissa Bongo n'a pas manqué l'occasion qui s'offrait à lui de porter haut les couleurs de sa formation. Le quatrième de la bande est l'intenable Alexis Goujard. Ces 4 hommes roulent vraiment fort et quand ils passent la ligne d'arrivée pour la 3e fois, avant de partir en campagne sur les routes des monts, là où les grimpeurs pourront s'exprimer, ils ont déjà 1 minute d'avance sur le peloton. C'est donc la bonne échappée du jour et à partir de ce moment-là, le peloton laisse faire. Mais attention, sans leur laisser pour autant trop de champ, on ne sait jamais. Et dans le groupe de tête, on trouve le coureur de l'équipe Groupama FDJ. Ce matin au départ, nous avions croisé son directeur sportif, Martial Gaillan, qui nous évoquait les ambitions de son très jeune effectif sur ce Grand Prix d'Isberg. Vous avez vu sur la liste d'engagés, j'ai quand même pas mal de noms de coureurs avec une petite étoile à côté. Donc ça veut dire des jeunes, tout simplement. Donc ils sont 6 sur 7. Et mon but aujourd'hui, c'est de leur apporter une façon d'apprendre à courir sur ce Grand Prix d'Isberg, qui est un parcours très sinueux, avec beaucoup de changements de direction. Une course qui va bouger, qui va des moments leur paraître étrange,
qui va être longue aussi parce que c'est une course d'usure aussi. Donc je pense que c'est une épreuve qui va leur correspondre. Et puis en petite carte, j'ai le sprinter Jack, Stewart, qui est là pour aller chercher le classement final sur les 400 derniers mètres. Mais attention parce que les 3 derniers kilomètres, il faut toujours être très attentif parce qu'une attaque sur la fin de course, ici à cet endroit-là, il faut être toujours très vigilant et observateur. Il est comment ce Jack là? On le connaît pas bien, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui? Oui, tout à fait. Les gens l'ont appris à le connaître un peu plus sur le Tour du Limousin en faisant 2 fois deuxième, en faisant deuxième du général. Donc Jack Stewart, c'est un Anglais. On pourrait presque dire pourquoi il n'est pas chez Ineos. Mais bon, on arrivait à leur piquer tout simplement, qu'ils viennent aussi à Besançon, qu'ils apprennent son métier, et puis ça d'être formé et puis de passer pro dès 2021 et 2022 chez nous, quoi. Donc un sprinter en cachanote, et pour nous c'est important aussi dans la continuité des Arnaud Demar, des Nasser Boigny, des Marc Sarrault, de continuer à faire vivre cette équipe à travers des sprinters et des gens qui aiment lever les bras tout simplement. Mais avant de lever les bras, il va falloir se mettre en danseuse et grimper et grimper. Nous sommes donc dans les parties les plus relevées de la course. L'écart est monté jusqu'à 4 minutes 15, mais les 4 hommes de tête se désorganisent quelque peu. Lienhard, fatigué, ne passe plus de relais. Mais qui va piano va sano, et ça le peloton l'a bien compris. La chasse n'est pas réelle, mais l'écart diminue quand même. Et sur les 4 devant, le protégé de Martial Gaillan, Lienhard, est irrémédiablement lâché. Et il faut dire que c'est le seul véritable sprinter de l'échappée. Et le rythme de ses compagnons de route semblait trop ardu pour lui. Il lâche prise, ils sont maintenant 3 devant. Et derrière, on s'organise pour faire avorter cette échappée, notamment sous l'impulsion des Saint-Michel Aubert 93. Mais pourquoi eux, me direz-vous? Eux qui n'ont pas de sprinter? Eh bien, probablement parce qu'ils comptent en leur sein Anthony Maldonado, 10e au classement général de la Coupe de France avec 25 points, et en l'absence des 9 premiers, il a une idée derrière la tête et espère faire une belle opération aujourd'hui. Anthony Maldonado, si je vous dis Coupe de France, est-ce que c'est quelque chose qui peut éventuellement vous faire rêver, sachant que vous êtes un des derniers à pouvoir prétendre à encore marquer des points? Oui, c'était pas forcément un objectif au début de l'année, mais ça l'est devenu au fil des manches où j'ai réussi à marquer des points précieux, et voilà, je rentre dans le top 10 et j'espère pouvoir améliorer ce classement encore aujourd'hui, puis mardi sur Paris-Camembert, puis sur les dernières manches qui restent. Voilà, là-bas c'était plutôt un objectif collectif avec le classement par équipe. On est toujours un peu dans le match pour le podium, donc ça va être important aussi pour l'équipe de marquer des points. Et pour moi aussi. Donc si vous êtes encore là dans la course à la Coupe de France, bon déjà elle a été un peu... C'est une Coupe de France, on va dire un petit peu bizarre, mais ça n'empêche que vous êtes le coureur le plus régulier depuis le début de la saison. Oui, j'ai réussi à faire plusieurs top 10 et souvent sur les Coupes de France. Donc j'ai bien commencé l'année sur la Marseillaise, puis j'ai bien repris aussi sur la Route du Sud après le confinement. Donc voilà, je suis en forme et j'espère pouvoir marquer encore de gros points aujourd'hui pour améliorer mon classement. Et les désormais 3 échappés poursuivent leur route vers un possible succès. Ils s'entendent bien, mais derrière, le peloton a vraiment mis en route. L'écart fond de kilomètre en kilomètre et les chances de victoire s'amenuisent. Quand ils rentrent sur le circuit final, il leur reste 5 tours, soit un peu moins de 50 km, et l'écart n'est plus que de 1 minute et 40 secondes. Et à y voir de plus près, au sein du peloton, on comprend facilement pourquoi l'écart diminue. Observez donc cette sublime file indienne. Et il est vrai qu'en cas de vent, une belle bordure aurait certainement vu le jour sur cette ligne droite. Mais point de vent ce dimanche, mais des équipes de sprinteurs motivées, notamment les coéquipiers de Nasser Boigny qui contrôlent la course. Ils sont aidés par d'autres formations, notamment les Nippo d'Elco Provence qui travaillent pour leurs sprinteurs, le Roumain Édouard Michael Grossou, un homme très en jambes qui vient de remporter son tour national avec, à minima, écoutez bien, une place sur le podium sur chacune des 6 étapes. Impressionnant. Et ce matin, au départ, pas de langue de bois, il est là pour gagner.
Là, vous sortez notamment du Tour de Roumanie, chez vous, où vous avez tout explosé. Racontez-nous un peu votre sentiment là-bas. Oui, il était une course très très bonne pour moi. Normalement, j'ai pensé de faire seulement les premières 3 étapes, après aller en Belgique pour faire une course avec l'équipe. J'ai gagné la 3e étape, j'avais déjà les maillots jaunes et il n'était pas possible de marcher de la course avec les maillots. Après, mon équipier de l'équipe nationale, ils ont travaillé très bien dans les étapes très dures. J'ai gagné la 4e étape pareil et j'ai gagné la course. Il était un moment spécial pour moi parce que il est compliqué pour un sprinter pour gagner une course avec des montagnes, mais je suis en une bonne forme et j'ai fait tout le travail après le confinement et les résultats ils arrivent maintenant. Ici pour gagner la course, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le circuit. J'espère qu'on peut arriver les groupes compacts pour faire le sprint final. Et je suis en forme et oui, on va travailler pour arriver au sprint. Et je veux faire un bon sprint et gagner la course. Ce qui devait arriver arriva. Goujar, Beran et Dlamini sont repris par le peloton. Évidemment, des attaquants tentent encore leur chance. Il reste plus de 23 km et 2 tours à parcourir. Seuls 2 hommes finissent par réussir à sortir du bois. Il s'agit de l'Américain Robin Carpenter, de l'équipe Racing Cycling, et de Jérémy Lecros, dans les rangs de B&B Hotel Vital Concept. Ils ne prendront malheureusement jamais plus d'1 minute sur le peloton déchaîné qui veut absolument son sprint massif. À 5 km de l'arrivée, Carpenter abdique le premier. Lecros tente un ultime baroud d'honneur, mais à quoi bon? Les Arkea Samsic de Nasser Boigny ont mis le turbo. Ils ne laisseront plus personne sortir. Aux abords de la Flamme Rouge, le Vosgien a encore 3 coéquipiers avec lui. Et à 300 mètres de la ligne, Boigny produit son effort. Il prend la tête du sprint, ne la lâchera plus. Il conclut de manière impériale et remporte donc ce 74e Grand Prix d'Isberg, la 68e victoire de sa carrière. Et avec une avance très confortable. Il a même le temps de se retourner avant la ligne pour voir s'il y a bien du monde derrière lui. Bravo, monsieur Boigny. Content de renouer avec la victoire. L'homme d'Épinal était clairement l'homme le plus fort du jour. Il gagne même avec 10 mètres d'avance. Une première victoire post-confinement rassurante qui en appelle certainement d'autres. Nasser Boigny, ce matin, on disait que vous étiez le favori. Vous n'avez pas fait démentir les pronostics. En plus, la victoire, elle est claire et nette. Oui, il y a eu beaucoup de courses. Le scénario n'était pas sûr avec une arrivée au sprint. C'était assez compliqué dans le final. Ça attaquait beaucoup. Mais mes coéquipiers ont toujours ramené le peloton. Et ensuite, dans le final, il y a Bram Welten et Dan McLean qui m'ont très bien lancé. J'avais plus qu'à finir le travail. Alors donc, au kilomètre, comment ça s'est passé exactement? Il y a Donovan Grondin qui a déjà bien étiré avant le kilomètre. Ensuite, Bram Welten a lancé Dan et comme je dis, j'avais plus qu'à finir et lancer mon sprint dans bonne condition. Là maintenant, vous avez 50 points à la Coupe de France. Vous allez faire Paris-Camembert, je suppose? Non? Oui, je suis sur Paris-Camembert mardi. Paris-Chauny et puis voilà, ensuite la Brabançonne normalement. Mais après aussi, je tiens aussi à dédier la victoire à Florent Vachon comme c'était sa dernière course et je suis content de l'emporter pour sa dernière. Donc le bouquet est pour lui alors? Voilà, ce sera pour lui. Un podium, un bouquet, un sourire, même caché par un masque, la recette du bonheur d'un cycliste qui gagne.
Et derrière Boigny, on trouve successivement Romain Hardis et Timothy Dupont sur le podium. À noter la belle 4e place de l'Italien Luca Mozzato, meilleur jeune du Grand Prix d'Isberg 2020. Au classement de la Coupe de France FDJ, Boigny fait évidemment une excellente opération. En prenant les 50 points promis au vainqueur, il se retrouve 2e au classement général. Et comme il a prévu de courir Paris-Camembert ce mardi, puis Paris-Chauny dimanche prochain, il devient un potentiel vainqueur de la compétition, de la Ligue nationale de cyclisme. Et si ce 74e Grand Prix d'Isberg fut encore une fois un beau succès, son président Jean-Claude Villem a eu des soirs froides et des nuits agitées pendant plusieurs mois. Jean-Claude Villem, est-ce que vous êtes rassuré maintenant? Parce que ça a été un gros combat. Hein. Oui, rassuré. Quand on a donné le départ des dames, c'était rassurant. Bon, c'est vrai que hier on a eu chaud puisqu'on a entendu un petit peu, il y avait une radio qui a annoncé que le Grand Prix d'Isberg était annulé au stade de Lens, ça avait été annoncé. Bon, c'était une erreur, mais c'est vrai que ça nous a donné froid dans le dos. Et puis on s'est dit, là, on va regarder nos mails, on va regarder mes appels si j'ai pas eu un appel de la préfecture. Mais non, c'était une erreur de leur part. Comment vous avez fait pour tenir et pour rester debout? Ça a été très difficile, surtout ces dernières semaines, je dirais, puisqu'on faisait un pas en avant, un deux pas en arrière, parce qu'on savait pas trop si l'arrêté préfectoral allait être donné. Bon, il a été donné il y a 10 jours par la sous-préfecture, mais on pouvait s'attendre à tout moment que le préfet, un rassemblement de masse, ne se fasse pas. Bon, on est dehors, c'est peut-être pas dans une salle, mais c'est vrai qu'on a toujours eu des craintes. On a vraiment été rassurés, je dirais, à partir de mardi, mercredi, en se disant, bon, ça aurait été annulé, on nous aurait prévenu à l'heure actuelle, on aurait été prévenu, quoi. Mais c'est vrai qu'on a eu peur. Et finalement, aujourd'hui, les planètes se sont alignées, il y a du monde, il fait beau, les gens sont masqués, mais bon, ça c'est pas grave finalement. Et en plus, il y a un bon champion qui gagne. Oui, tout à fait. Et puis beaucoup de monde sur la route, beaucoup de monde sur le circuit. Est-ce que le système des deux tours a plu aux gens? Ils pouvaient se masser, ils pouvaient couper pour aller voir les coureurs. Bon, c'est pas, on va réfléchir pour l'an prochain si on repart dans le Ternois. Mais bon, mon idée, c'est de repartir dans le Ternois, puisque c'est aussi la fête dans les petits villages par là, et puis ils sont contents d'avoir le Grand Prix d'Isberg. Et donc un grand merci aux organisateurs et aux bénévoles de cette belle fête. Et on ne le répétera jamais assez, ce sont eux qui font vivre le vélo. Et dans cette région de Béthune, où les bons moments deviennent trop rares, ces remerciements revêtent une importance particulière et encore plus forte cette semaine. Cette semaine, 2 autres rendez-vous Coupe de France FDJ sur les antennes d'Eurosport, Paris-Camembert et Paris-Chauny. A très vite.